comédien handicapé, quand on joue un rôle, c'est forcément un personnage handicapé. Je pense qu'on a tous des handicaps, alors que nous, il est visible, il est là. On peut immédiatement l'identifier. Et chez d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué, il est beaucoup plus intérieur. Une des solutions, c'est l'humour. Une des solutions, c'est le sourire. Sourire. Alors on coupe quoi? La main? Non, le bras, c'est mieux le bras. Non, la jambe. C'est vachement plus visible la jambe, surtout pour une femme. Bonjour à tout le monde, c'est une grande joie, c'est une chance pour moi de partager ce moment avec vous dans le cadre du projet Human Diversity, le projet qui met en lumière toutes les diversités de l'être humain. Et dans ce cadre-là, j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir, de partager un moment avec un ami, un vrai ami, Ada Abdelli. Bonjour Ada. Bonjour Joseph, et merci, quelle belle introduction. Très fier et très heureux d'être ton ami, puisque tu es le mien. Merci, de toute merci. Façon. Et aujourd'hui, je tiens entre les mains une BD sur les scouts, ou plutôt une BD sur cette pluralité humaine. En fait, je tiens l'un des derniers exemplaires encore en circulation. Ce nouveau métier dans la BD, qu'est-ce que cela représente? Pour moi, c'est une nouvelle aventure. Moi, je suis comme toi, je suis un aventurier, je vais un peu partout. J'ai été, tout petit, j'ai été biberonné, j'ai grandi à la BD avec tous ces personnages. Oui. Et j'ai eu envie d'en faire une. Oui. Mais tu sais ce que c'est, quand on a envie de faire quelque chose et puis le concrétise, c'est autre chose. Oui. Et j'ai eu la chance, grâce à Elsa Lafont, de pouvoir le concrétiser. Mais justement, dans la BD, il y a quelque chose qui me frappe, dans celle-ci, mais même dans le monde de la BD en général. Il y a plein de personnages bizarres. Oui, c'est un endroit où on peut. Voilà. On peut, effectivement, parce que d'abord, on peut creuser certains univers et on peut faire l'éloge des gens un peu différents et un peu bizarres. Oui, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Ouais. Les enfants se reconnaissent justement dans ces personnages bizarres. Parce que les enfants, ils ont encore moins de complications que nous. Ils n'ont pas de complexe ni de filtre. Ils n'ont pas le sens de la moquerie. C'est-à-dire que les enfants, quand ils comprennent un truc, ils passent à autre chose. Ils l'ont compris, ils l'assimilent et ils passent à autre chose. En tant qu'adulte, c'est plus compliqué. Et pourquoi pour les adultes, c'est plus compliqué? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait changer chez les adultes? Peut-être qu'ils retrouvent un peu leur âme d'enfant, je pense. Mais je crois que les adultes, ça les projette à leur fragilité, tu vois, à leurs certitudes qui ne sont pas vraiment des certitudes. Et du coup, c'est assez instable, tu vois, de se projeter vers des personnages un peu différents et un peu étranges. Enfin, qui pourraient paraître un peu étranges. On n'ose pas, peut-être? Oui, clairement, oui, parce qu'on se met en péril, oui. Et donc, quand tu étais enfant, tu te reconnaissais dans certains personnages de BD? Oui, parce que, si tu veux, tous ces personnages sont un peu des morceaux de moi et de tous les copains que j'ai eus durant toute ma vie scout. Et l'idée, c'était de faire un peu le tour, mais en gardant le ton léger que tu connais bien dans Vestiaire et dans ce que je fais d'habitude. Oui, tout à fait. C'est qui? C'est Joseph. Il est autiste. Ah, comment on dit bonjour en autiste? Bah, bonjour, du con. Ah, c'est plus simple qu'avec les sourds, en fait. Bonjour. Je l'ai emmené hier soir au casino avec moi. Mais pourquoi tu amènes un autiste au casino? Sauf votre respect, monsieur Joseph. Bah, pour compter les cartes. Au blackjack ou au poker. Bah, tu t'es cru dans Rainman ou quoi? Ça va pas. Je suis une handicapée invisible. Personne voit mon handicap, hein. Les gens ils pensent juste que je suis une demeurée qui se rappelle de rien. Non, pas avoir de mémoire, c'est pas assez visible. Moi j'en ai marre que personne ne voit que je suis handicapée. Ah oui, c'est vrai qu'amputer de la mémoire, c'est pas très visible comme handicap. Hein. Ouais, mais vous avez de la chance, vous. Moi aussi j'aimerais bien être une handicapée visible comme vous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider, Orson? Faudrait qu'elle ait un handicap visible. Oui. Bien visible. L'amputation. Hey! Wow! Alors on coupe quoi? La main? Non, le bras. C'est mieux le bras. Non, la jambe. C'est vachement plus visible la jambe, Surtout pour une femme. On reparlera de Vestiaire. Hein. Mais j'allais dire, pour un enfant en situation de handicap, même si bon, le terme est assez flou, hein, pour un enfant différent, quoi, hein, quels sont les moments inspirants dans l'univers de la BD? Où est-ce qu'on se sent soi? J'avais envie de dire la BD est plus inclusive que le cinéma. Oui, Parce que on est dans
on peut se projeter plus facilement, étrangement, dans la BD, dans un personnage qui n'existe pas, que quand on regarde un film ou qu'on lit un truc littéraire. Et là, dans la BD, il y a déjà un univers qui est construit, et il suffit juste de comprendre le cheminement du scénariste, de celui qui a écrit l'histoire, pour vraiment être concerné par l'histoire. Quand j'étais petit, j'étais très sensibilisé, alors qu'on est dans les années 70, comme moi, tu sais un peu toute la place du handicap dans la société, et pourtant on avait des super-héros handicapés. Tout à fait. On avait Iron Man avec son problème cardiaque, on avait Daredevil, il y avait peut-être une place plus importante et plus ouverte aux différences. Oui. Du coup, les différences devenaient une force. Oui, oui. Et c'est assez incroyable Oui. que moi, petit, je me reconnaissais nulle part et que là, je puisse trouver ma place. Mais c'est l'histoire même de l'univers Disney, quoi. Hein. En fait, le personnage qui est pur et parfait, à savoir Mickey, est très chiant. Oui. Hein, parce qu'il est totalement insipide. Alors que tout le monde adore Donald, Oui. qui a tous les défauts ou handicaps de la Terre. Quoi, hein. Ou alors Dingo. Qui est maladroit et tout. Voilà, les enfants adorent Dingo. Enfin, quelqu'un à leur image, à l'image de la vie. Quoi. Exactement. Ouais. Et pourquoi dans le cinéma on est tellement bloqué alors? Là, on sent clairement qu'on est dans un moment de transition et que peut-être ça va bouger un peu. Il y a eu beaucoup d'avancées. Les personnages, les gens en situation de handicap commencent à avoir beaucoup plus de prétention en disant « mais non, mais nous, on a envie de jouer, mais autre chose que ce que vous nous donnez. On a vraiment envie de jouer des rôles dramatiques, mais on a envie d'être des boulangers, des avocats. On n'a pas envie d'être qu'un handicap, en fait. Tu vois. Ouais. Or, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que quand on joue, nous, comédiens handicapés, quand on joue un rôle, c'est forcément un personnage handicapé. Oui. Et c'est bizarre que le cinéma, alors que c'est l'industrie du rêve par excellence, ne s'ouvre pas plus. C'est étonnant. Oui, oui. Mais juste en parlant de handicap, on est souvent labellisé par un handicap médical un petit peu strict, etc. Mais dans la BD, tout le monde presque a un souci quelconque. Oui. Hein. On va se dire les choses un peu directement. Quoi. Il y en a un qui est un peu trop gros, si j'ose dire. Absolument. Il y en a un qui se déplace avec des béquilles. Il y en a d'autres qui se conduisent un petit peu bizarrement. Absolument. Donc en fait, la gamme des possibles ici est beaucoup plus riche que sur un formulaire officiel, on va dire, de MDPH, de Maison des personnes handicapées. Quoi, hein. C'est beaucoup plus vivant ici. Il n'y a pas de case pour décrire les personnages, évidemment. C'est ça. La vraie société, c'est ça. Moi, j'ai eu des chefs qui n'étaient pas parfaits. Hein. J'ai eu des chefs maladroits, j'ai eu des chefs rêveurs, j'ai eu des chefs autoritaires. Et on aimait beaucoup, nous, les chefs, un peu rigolos, un peu... Non, parce que je me dis, on est finalement assez marqués par le milieu dans lequel on évolue. Et il y a des gens qui nous marquent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Oui, oui. Et ils nous donnent envie, en tout cas. Nous donne envie peut-être de changer soi-même, de progresser, des personnages aspirants comme cela. Oui. Tu en as eu sans doute J'en ai eu beaucoup. Ouais. Quand j'étais petit, tu vois, j'étais dans une école où je me souviens d'un papa qui était très engagé, parce que c'était une école pour personnes myopathes et handicap physique. Et il y avait un papa qui était très engagé, qui organisait les kermesses. Et en fait, je me revois tout petit le croiser dans la cour de récréation pendant les kermesses. Et je me dis, mais c'est chouette d'avoir un papa comme ça. Et tu vois, 30 ans après, je suis parent d'élèves, je m'occupe beaucoup de la kermesse de mes enfants. Et je revis la même scène avec un enfant qui est face à moi et qui vient. Et je revois ce papa que je voyais. Donc, je me dis, j'ai admiré un homme et peut-être que l'espace d'un instant, j'ai été un peu comme lui. Quoi. Et c'est quelqu'un qui ne m'a jamais rien imposé, tu vois. Oui, donc ne pas imposer. Oui. C'est peut-être l'un des problèmes majeurs, on y reviendra sans doute, de la politique du handicap. Peut-être qu'on a fait fausse route à ce niveau-là. Pour dire à quel point tu as raison, tu vois, quand Intouchable est sorti, Intouchable et Vestiaire sont sortis quasiment en même temps. Les gens pensaient, donc les réalisateurs, les diffuseurs, les producteurs, pensaient qu'on ne pouvait pas rire avec des personnes handicapées. Donc ils pensaient à la place du public. Or, Intouchable sort, Vestiaire sort, et tout le monde est stupéfait par les audiences. Intouchable qui devient quasiment, je crois, le film le plus vu en France. L'histoire du cinéma, c'est quand même pas rien. Vestiaire, bon, on connaît une audience qui se maintient. On est vraiment dans ce truc de se dire, non, le public ne peut pas, n'acceptera jamais de faire ça. Alors que si on le laisse faire, il est assez grand.
Moi, ça m'a beaucoup frappé dans certaines cultures, certains pays, par exemple du désert, quoi, hein. Chaque être humain compte, quoi, hein. Et cette culture orale, cette culture fondée sur l'individualité des gens, d'un tel, plus ou moins membre de la famille, hein. Et je crois que cette culture orale, on l'a perdue. Aujourd'hui, la culture devient standardisée, presque insipide. L'histoire des uns et des autres, elle est pas très, elle est pas mise en valeur. Enfin, on la garde pas, tu vois. Mais avant, on allait chez des gens, on louait, on avait des amis qui nous prêtaient des maisons de parents ou de grands-parents. Mais je faisais une immersion dans ces maisons qui étaient bloquées dans les années 60 ou 70. J'ai trouvé ça, mais C'est l'un des sujets sans doute à aborder beaucoup plus massivement qu'on ne le fait, la biodiversité des maisons, quoi, hein. Le projet ici s'appelle Human Diversity, mais on pourrait faire presque un projet sur cette pluralité des maisons. Oui. De nos jours, les maisons, elles sont toutes pareilles. c'est horrible. Est-ce que la pluralité des maisons n'est pas un prérequis nécessaire à une vie humaine saine, peut-être? C'est un terme un peu fort. Non, mais parce que saine, on n'entend pas qu'un truc de santé, il y a aussi un truc moral et physique. Mais en fait, c'est pareil, partout. On perd cette identité dans la maison. Moi, j'adore les maisons où il y a un peu de bordel, où il y a un peu de Bronx, où la déco ne correspond pas à ce que j'ai vu. Mais en fait, donc, en voyant la maison, la pluralité des maisons, on voit tout de suite un peu l'âme des gens qui ont vécu avec leur originalité, parce que fondamentalement, il n'y a pas d'être humain normal. Non, mais je crois que le mot, c'est âme, tu as raison, c'est l'âme, c'est ça. Moi, je suis très touché par l'âme des... Mais c'est un mot qu'on n'a plus le droit d'utiliser de nos jours. Il y a des cases, il y a la catégorie 138 et tel matériau, sinon ça ne va plus. Oui, voilà. On va se parler franchement, Ada, de Marseille. Je suis de Marseille. Quand on parle de Marseille, il y a toutes sortes de clichés qui viennent. Pour moi, il y a ces images de barres d'immeubles, les petites fenêtres l'une à côté de l'autre, un peu mathématiques. À une époque, c'était perçu comme la modernité ultime. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'était un nouveau monde, une nouvelle ère qui commençait. Or, on voit à quel point c'est aliénant, quoi. Donc, notre discussion sur les maisons, c'est pas juste une discussion autour d'un thé, quoi. Hein. Ça a des conséquences concrètes et au cœur de l'actualité. Étrangement, c'était vendu comme le progrès. Tout à fait. À l'époque. Moi, tu parles de Marseille, donc je suis Marseillais, mais je pense que c'est propre dans toutes les villes. C'est Tours qui était à l'époque le futur, parce qu'on nous vendait des tours au milieu des arbres et tout. Et ce qu'il y a, c'est que rien n'a suivi autour et avec. Du coup, on a mis des gens là-dedans, on les a laissés entre eux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on s'en occupe pas trop. Oui. Est-ce que, j'allais dire, un changement d'habitat, un changement de philosophie d'habitat peut rendre la ville meilleure? Ah ben clairement. Mais clairement. Tu n'entasses pas 500 personnes dans une barre d'immeuble et c'est plus facile de faire connaissance avec 4-5 personnes ou 10 personnes. Enfin, si tu as 10 voisins, c'est plus simple à entretenir, à gérer que des tours comme ça, complètement impersonnelles, où les gens viennent, arrivent, repartent, où tu n'es pas du tout dans un truc humain. Et si on prend une très très grande ville comme Le Caire, quoi, hein, Le Caire aujourd'hui est très difficile à vivre, hein, le niveau sonore, la pollution, etc. Mais quand on ouvre des écrits, des kérotes d'il y a un siècle, ou même moins que ça, un demi-siècle, eh bien ils décrivent la ville comme étant celle du silence, des passages secrets. Quoi. L'être humain, il a besoin d'un habitat plutôt de ce type-là. En fait, nous sommes en train de nous bâtir notre tombe. Ben, c'est triste ce que tu dis, mais après, tu vois, on est dans une période où il y a beaucoup de gens malheureux. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à coups d'anxiolytiques, etc. Ça veut peut-être dire... Tu vois, je me dis, si tu n'es pas bien chez toi, c'est compliqué d'être bien dans la vie. Tout à fait. Si c'est le dernier endroit qui nous ressemble où on n'est pas bien, où on va, tu vois. Ada, les statistiques et les études le montrent parfaitement. L'être humain occidental actuellement est sans doute le plus malheureux C'est quand même incroyable. dans l'histoire. On a fini tellement par être à la recherche d'un bonheur qu'on a... Peut-être qu'il n'est pas ce qu'on croit, en fait. Tu vois. Et ce bonheur, est-ce qu'on peut l'explorer, le retrouver, ou du moins le sentir un petit peu dans l'univers de la BD, dans... Oui, moi quand je lisais Boule et Bill quand j'étais petit, ou Astérix, j'avais envie d'habiter avec eux.
Et je sentais un certain bonheur parce qu'il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de fraternité entre eux, les personnages s'aimaient, ça se sentait. Mais tu vois, un des deux est un chien, mais qui est quasiment une personne en fait. Tout à fait. Et il a sa place dans la maison, et cette maison, il y avait une cheminée, on regardait la télé ensemble, on parlait ensemble. Et j'avais eu un nombre de discussions avec des amis, par exemple antillais, quoi, hein, et qui m'expliquaient qu'aujourd'hui, le monde aux Antilles est culturellement moins intéressant qu'il y a quelques décennies. Dans une culture antillaise traditionnelle, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la nuit, quoi, hein. Il y a, par exemple, tel ou tel, est-ce qu'il faut dire esprit, ou Oui, je ne sais oui, pas quoi, oui. qui est là, quoi, qui pourrait être là, hein. Il y a tel bruit de chaîne qui retentit Oui. vers minuit, quoi. En fait, et moi, quand je lis ces récits-là, ou quand je discute avec les anciens, quoi, hein, aux Antilles, je suis presque jaloux, quoi. Mais c'est très présent, tu as raison, Oui. dans le Maghreb, Voilà. dans l'islam et tout. C'est ce qui me terrorise le plus. Ah, Ah, moi, Non. entendre un bruit dans la nuit dont je n'ai pas l'explication, mais alors je suis terrifié. Et en Algérie, ils te disent oui, non, mais parce qu'il y a un esprit qui est venu le voir. Oui. Moi, il y a un esprit qui vient me voir, je pars avec lui, c'est terminé, j'ai arrêté de vivre, mon cœur s'est arrêté. C'est vraiment quelque chose qui me terrorise. Mais parce que j'ai vécu des choses qui étaient très bizarres. Mais je te jure, Joseph, j'ai vécu des choses bizarres. Oui. J'en ai deux, si tu oui. permets Ah, que je te les volontiers, raconte. volontiers, hein. Je devais avoir 13-14 ans et j'avais un ami qui habitait dans l'hôtel de ses parents. Donc tu vois, ils avaient quand même un peu plus de moyens que moi, qui n'avaient quasiment pas de moyens. Mon oncle et ma tante qui m'ont élevé étaient ouvriers, femmes de ménage, j'avais pas beaucoup d'argent. Et donc ce copain qui était avec moi à l'école, je vais le voir un dimanche matin, il me dit cet après-midi je vais au cinéma, viens avec moi. Je dis non, je suis très occupé. En fait, c'est que j'avais pas d'argent. Donc je lui dis non, il me dit ouais, ben, j'y vais à 13h30 si tu veux venir et tout. Je dis non, mais non. Et donc je pars, à l'époque c'était 30 francs. Mm. Je pars de chez lui, dans ma tête il y a 30. Mm. Je ne comprends pas l'injustice de me dire, putain, mais il va au cinéma, pas moi. Et quand même, je rentre chez moi, et il y a un monsieur qui me dépasse, m'arrête, il me donne 20 francs. Je les prends. Alors, il faut savoir, dans le Maghreb, c'est très courant qu'on donne des sous aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Et les refuser, c'est quasiment une offense. Je n'ai pas trop cherché à comprendre, je lui ai juste dit merci, je me suis barré, et je te jure que c'est vrai, Joseph. Oui. Quand j'ai eu les 20 francs dans la main, je les ai mis dans ma poche, j'ai marché, et dans ma tête, je me suis dit, ça devient réalisable, il me manque que 10 francs. Le gars est revenu, il m'a donné 10 francs. Comment tu l'expliques? Je ne sais pas. Il m'a donné 30 francs. Et quelques années après, j'étais à l'hôpital, j'ai été opéré, et dans la nuit, il s'est passé un événement qui m'a interpellé plus tard. C'est-à-dire qu'on dormait, on était 3 dans une chambre, et au milieu de la nuit, la lumière s'est allumée de la chambre et j'ai entendu des femmes qui parlaient et qui lui disaient « Oui, c'est lui, il a été opéré aujourd'hui, mais a priori, ça s'est plutôt bien passé. » J'ai ouvert les yeux et j'ai vu 3 infirmières. Une qui était près de mon lit et 2 qui étaient à côté de la porte. Et elles m'ont dit « Alors, ça s'est bien passé. Ah, on vous a réveillé, excusez-nous. » Je dis « Non, mais... » Non, on voulait savoir comment ça s'était passé. Je leur dis « Très, très bien. Voilà, c'est un peu douloureux et tout. Mais on vous a donné des cachets et tout. » Je dis « Oui, on m'a donné des trucs contre la douleur, mais là, ça va, quoi. » Bon, très bien, bonne nuit. Elles partent. Au réveil, je me dis « Tiens, c'est quand même étonnant des infirmières qui allument toute la chambre, qui parlent fort à je ne sais pas quelle heure. C'est quand même étonnant, quoi. Mais bon, je ne prends pas cas. Je vais au petit déjeuner et je dis donc au service de jour, parce qu'il y a les infirmières de nuit, les infirmières de jour, et je dis à l'infirmière de jour, mais voilà, c'est cool, hier, vos collègues sont venus me voir pour savoir comment j'allais, ça m'a vraiment touché et tout, etc. Elle me dit, ah, c'est sympa, d'accord, très bien. Et à la fin du petit déjeuner, elle revient, elle me dit, mais en fait, tu parles de qui? Ben, je dis, les 3 infirmières qui sont venues hier. Elle me dit, il n'y avait pas d'infirmière hier, il y avait un seul infirmier de garde. Voilà. Comment j'explique ces 3 femmes qui sont venues me voir? Je ne sais pas. Je sais que je n'ai pas rêvé, ça c'est sûr. En même temps, 3 femmes qui veulent avoir de mes nouvelles, ça m'a fait plaisir. mais justement, donc, la vie d'un être humain dit moderne est relativement terne, hein, par rapport à tout cela. Un tout petit peu, c'est peut-être ce qui fait que ça peut être chouette d'être handicapé. Et ça donne peut-être plus de créativité lorsqu'on a la chance de pouvoir l'exprimer. Oui, alors c'est très vrai ce que tu dis, oui. La créativité, ouais. Est-ce qu'elle ne vient pas justement quand on est dans
dans un truc un peu complexe finalement, dans une vie un peu complexe et non pas dans une vie un peu stable et lisse, tu vois. J'en suis convaincu. De toute façon, la meilleure façon de tuer la créativité d'un artiste, c'est de lui offrir une bonne situation financière et autres. Hein. Mais l'avantage quand on est handicapé, c'est qu'il y a toujours cette confrontation avec le mur. Oui. Et donc une créativité possible. Justement, donc, comment, en termes de transposition éventuelle de ces bandes dessinées au cinéma, c'est ce que ce serait envisageable, justement? Alors j'aimerais bien, oui. J'aimerais bien, parce qu'au-delà du scoutisme et tout, ce qui m'intéresse, c'est cette idée du vivre ensemble. On se rend compte, comme tu le disais très justement tout à l'heure, les personnages sont très différents, et pourtant ils vivent des choses ensemble. Il y a des attachements, parce qu'il y a des... J'adore ça. Je fais beaucoup d'interventions comme toi, hein, dans les entreprises, j'écris énormément, je joue, et il y a toujours ce moment magique et difficile. Parce que il n'y a rien de plus beau que de se savoir aimer et qu'on te le dise, et en même temps c'est très lourd à porter. Parce que tu sens bien que derrière ça, parfois, il y a un espoir qui est placé en toi. Voilà, un espoir placé en toi. Exactement, c'est un peu ce que j'avais envie de dire. J'ai pu voir un jour dans une grande entreprise dont je tairai le nom quelque part dans les montagnes, tu es arrivé et l'espèce de peut-être ferveur ou espoir majeur avec lequel on t'a accueilli, c'est comme si tu venais sauver la journée de certains des collaborateurs. Vraiment, oh, le voilà, il est là, mes amis. Mais oui, on ne s'attend pas dans une grande entreprise à ce que ça fonctionne comme ça, non? Et j'aime bien, quand je vais quelque part, voir tout le monde. Du gardien au directeur général, j'ai en général le même comportement. Et puis il y a ce truc dont on parle, et dans la série, et dans la BD et tout, c'est ce truc de sourire en permanence et d'installer plutôt une ambiance cool, tu vois. Et peut-être que ça plaît bien. Ouais. Sourire, aimer les gens, comment est-ce qu'on pourrait donner les recettes de ce mode d'être à des gens qui ont le handicap d'être valides, le handicap de ne pas avoir de handicap médical? Comment est-ce qu'on pourrait donner cette recette, partager la recette? Je pense qu'il y a un certain lâcher-prise, mais qui est dû au mur dont tu parlais tout à l'heure. La perfection n'existe pas. Tu vois, faire quelque chose aujourd'hui qui plairait à tout le monde, c'est impossible. Mais du coup, il faut le faire aussi. Et du coup, il faut accepter cette imperfection. Très justement, tu parlais de ces valides qui n'avaient pas de handicap et qui étaient malheureux finalement. Mais parce que je pense qu'on a tous des handicaps, alors que nous, il est visible, il est là. On peut immédiatement l'identifier. Et chez d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Il est beaucoup plus intérieur. Et du coup, il y a une certaine difficulté à le gérer. Une des solutions, c'est l'humour. Une des solutions, c'est le sourire. Sourire. Ça sert à rien de nager comme un poisson si c'est pour me faire une arrivée de paraplégique. Non mais il est paraplégique. Tu chipotes, la Romy. Mon problème, c'est que ça se voit qu'il est paraplégique. Alors quand Roland se casse le cul sur 50 mètres. Pardon. Claire, tu noteras que c'est la faute d'Ada si on a foiré la prise?